Félicitations. Vous venez de vous réveiller en l'an 1325. La bonne nouvelle, vous êtes vivant. La mauvaise, les puces aussi. Votre lit est un matelas de paille à moitié pourri, bourré d'insectes et de foin qui sent l'étable. Normal, c'était le sol d'une étable il y a 3 mois. Pas de mousse à mémoire de forme, pas d'oreiller, et certainement pas de drap en coton égyptien. Juste une couverture de laine qui n'a pas été lavée depuis l'hiver dernier et qui pèse désormais autant qu'une petite vache sous l'accumulation de crasse. Ils appelaient cela la vie. Mais ce que le Moyen-Âge infligeait à ses habitants était bien pire qu'un simple inconfort. C'était une lutte quotidienne contre la faim, la maladie et une mort qui rôdait à chaque coin de rue. Si ces récits de survie extrême vous fascinent, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres chapitres que l'histoire a oubliés. Plongeons maintenant dans cette journée médiévale que vous ne survivriez pas. Le réveil d'un paysan médiéval. La cloche de l'église résonne au loin. C'est la version médiévale du réveil, en plus bruyant, en moins miséricordieux. Votre maison est une hutte en bois d'une seule pièce. Pas de fenêtre. Un plan d'aménagement à air ouvert où votre famille, votre bétail et vos insectes domestiques partagent le même espace. L'odeur, une symphonie olfactive, un subtil mélange de bière racise, de sueur humaine, de chèvre et de quelque chose que vous espérez ne pas être de la moisissure, mais qui l'est, probablement. Les bougies parfumées n'ont pas été inventées, et même si elles existaient, elles fondraient sur votre sol en terre battue. Vous tentez de vous étirer. Erreur. L'air est glacial et vos articulations craquent. Vous avez 22 ans, ce qui en termes médiévaux équivaut à l'âge mûr. Votre colonne vertébrale grince comme une vieille porte en bois. Vos genoux sonnent comme un sac de cailloux secoué par un paysan perplexe. Se lever est un pari. Le sol est soit trempé par la pluie de la nuit dernière qui s'infiltre à travers le toit de chaume, soit croustillant à cause de ce que la poule du voisin a fait. Dans tous les cas, vos pieds nus font désormais partie de l'écosystème. L'intimité? C'est quoi ça? Toute votre famille, ainsi qu'un cousin qui n'est jamais vraiment parti, se réveille à vos côtés. Pas de chambre, pas de rideau, pas de moment pour soi, juste du communautaire absolu. Bienvenue au matin dans l'Europe médiévale. Vous n'êtes jamais vraiment seul, car les parasites, les rongeurs et 8 autres personnes sont toujours avec vous. Et ce n'est que le début de votre journée. Ça ne fait qu'empirer. Les toilettes médiévales, une aventure publique. Vous avez réussi à sortir de votre meule de foin médiéval. Bravo. Maintenant, la nature appelle. Et elle n'appelle pas poliment. Elle hurle. Voici la partie où vous commencez à regretter les toilettes modernes. Pas de cuvette, pas de siège, pas de papier toilette, pas de chasse d'eau, pas même un débouchoir rancunier dans le coin. Au XIVe siècle, se soulager est une aventure, une expérimentation sociale et souvent un petit événement public. Si vous êtes un paysan, vos toilettes sont un seau en bois derrière la maison. Il est déjà plein parce que l'oncle Wolfstan a passé une mauvaise nuit après avoir mangé de mauvais navets. L'odeur est biblique. Vous retenez votre souffle, faites votre affaire, et ensuite, voici le plus beau, vous le jetez dans la rue. Oui, la rue. Vous êtes censé crier quelque chose comme « gare à l'eau » avant de le vider par la fenêtre. C'est du vieux français pour « attention en bas », bien que, franchement, personne ne bouge jamais assez vite. Les rues des villes médiévales sont des égouts à ciel ouvert, une charmante rivière d'excréments humains, de déjections animales et de liquides mystérieux que vous préférez ne pas examiner. Si vous avez la chance de vivre dans une ville avec des latrines publiques, félicitations. Vous avez le droit de vous asseoir épaule contre épaule avec des inconnus dans des toilettes extérieures où l'intimité est un mythe et la ventilation une blague cruelle. Vous pourriez faire la conversation
mais essayez de ne pas respirer trop profondément. Le papier toilette, jamais entendu parler. La plupart des gens s'essuient avec de la paille, des feuilles, des chiffons, de la mousse ou, s'ils se sentent particulièrement indulgents, un bout de laine. Parfois rien du tout, ce qui explique sans doute pourquoi les poignées de main n'étaient pas encore populaires. Et si vous êtes dans un château, c'est sûrement mieux, non? Eh bien, en quelque sorte, vous pourriez avoir une garde-robe, un trou dans le mur qui déverse vos déchets directement dans les douves. Excellente idée, sauf que vos ennemis le savent. Et oui, les assaillants grimpaient parfois par le conduit de déchets. On peut parler d'entrer par la porte de derrière. Alors, que vous soyez fermier ou baron, les toilettes médiévales sont un rituel d'humiliation. C'est froid, c'est public, c'est dangereux, et ce n'est jamais autre chose que dégoûtant. Un faux pas sur un sentier de pierre mouillée, et vous vous retrouvez face première dans les restes de l'humanité. Et vous ne vous êtes toujours pas brossé les dents, mais on y viendra. Le petit déjeuner médiéval, un repas sinistre. Vous avez survécu aux toilettes. Vous méritez une récompense, non? Un bon petit déjeuner, quelque chose de chaud, délicieux, réconfortant. Désolé, c'est l'Europe médiévale. Rien n'est réconfortant ici. Le petit déjeuner, si on peut l'appeler ainsi, est une affaire lugubre. Pas de bénédictine, pas de machine à café qui se met en marche, et certainement pas de toast à l'avocat. Vous vous asseyez, ou vous vous accroupissez près du feu, devant un bol en bois contenant quelque chose qui ressemble à ce qu'on a gratté d'une botte boueuse. Bienvenue à votre ration quotidienne de potage. Le potage est un ragoût épais et pâteux fait avec tout ce que vous pouvez trouver. Des céréales, des légumes racines, quelques haricots si vous avez de la chance. Ils mijotent dans la même marmite depuis des jours, parfois des semaines, et de nouveaux ingrédients sont simplement jetés par-dessus les anciens. C'est moins une recette qu'une expérience comestible continue. Sur le côté, un quignon de pain si dur qu'il pourrait dévier des flèches. Il est fait de farine de seigle ou d'orge grossière, souvent gonflée avec de la sciure de bois, des glands moulus ou d'autres ingrédients créatifs, parce que le blé est un fantasme de riche. Ce pain n'est pas votre ami, vous ne le tranchez pas, vous négociez avec lui. Et les boissons? Vous ne sirotez pas de jus d'orange ni de latte au lait d'avoine, vous buvez de la bière. Oui, de la bière. À 6 heures du matin. Pourquoi? Parce que l'eau grouille de parasites et de saleté. Alors vous commencez votre journée avec de la bière faible, peu alcoolisée, à haute survie. Les enfants aussi en boivent. Personne n'est content, mais au moins ça ne vous tuera pas immédiatement. Vous voulez de la viande ou du fromage? Continuez à rêver. C'est pour les dimanches et les jours de fête des saints, et seulement si votre Seigneur se sent généreux. La plupart des paysans ne mangent de la viande que quelques fois par an. Quant aux fruits frais, seulement quand c'est la saison et qu'ils ne sont pas déjà fermentés en vin. Et n'espérez même pas des épices, à moins d'être de la royauté. Une pincée de poivre coûte plus que votre salaire mensuel. Le sel est assez précieux pour être enfermé à clé. Vous mâchez votre pain granuleux, avalez votre bière médiévale et essayez de ne pas penser au rat qui a grignoté votre bouillie dans la nuit. Le petit déjeuner ne vous donne pas d'énergie. Il vous arrive, tout simplement. Et maintenant que vous êtes convenablement sous-alimenté, il est temps de travailler comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas absolument. S'habiller, la mode de la misère. Vous avez mangé votre triste petit déjeuner médiéval. Il est temps de vous habiller. Pas que ça aide. Votre garde-robe se compose d'exactement une tenue. Une seule. C'est une tunique de laine rugueuse ou une chemise en lin que vous portez tous les jours depuis des mois, voire des années. Il n'y a pas de mode saisonnière. Il y a juste porter ceci jusqu'à ce que ça se désintègre ou vous donne une infection fongique. Les sous-vêtements, facultatifs.
Si vous avez de la chance, une tunique en lin dessous. Sinon, vous êtes en mode commando sous des couches de laine qui grattent et qui transpirent, le tout cousu avec amour par quelqu'un qui n'avait aucune idée de ce qu'une couture était censée être. Il n'y a pas de machine à laver, pas de savon et absolument pas de pressing en vue. Vos vêtements sont tachés, raides et sentent le tas de compost qui a mariné dans une porcherie. Même si vous vouliez les laver, ce n'est pas facile. Il faudrait aller chercher de l'eau à la rivière ou au puits, la chauffer au-dessus d'un feu, frotter votre tunique sur une planche avec des cendres ou de la lessive et la suspendre au soleil qui sort environ 3 jours par an. Et ne me lancez pas sur les chaussures. Si vous en possédez, elles sont en cuir non traité, à peine cousues ensemble, et offrent autant de soutien de la voûte plantaire qu'une peau de banane. La plupart des paysans marchent pieds nus, dans la boue, dans le fumier, dans les mines terrestres médiévales, aussi connues sous le nom de pierres pointues et de flaques de maladie. Tout cela signifie une chose, votre peau vous déteste, vous vous grattez constamment, puces, poux et punaises de lit vivent gratuitement sur votre corps, tout le monde en a, les nobles poussiéreux, les moines qui démangent, les enfants, véritables fermes d'insectes ambulantes. Personne n'y échappe. Vous vous gratterez l'aisselle avec une cuillère en bois, tout en bavardant avec le prêtre local, et personne ne sourcillera même. Votre peau est à vif, à force de frotter, votre cuir chevelu, un champ de bataille de piqûres. Et si vous développez une éruption cutanée, tant pis. Il n'y a pas de dermatologue, pas d'hydrocortisone, personne pour vous dire que c'est probablement la gale. Vous continuez simplement à souffrir. Et si vous avez assez de chance pour ne pas avoir d'infection, génial. Cette éruption vous accompagnera simplement pendant les 6 prochains mois comme un acolyte médiéval indésirable. Maintenant que vous êtes habillé de misère et enveloppé d'inconfort, il est temps de sortir et de commencer à vous tuer à la tâche. L'hygiène dentaire, un sourire hanté. Maintenant que vous êtes complètement habillé de démangeaisons et de laine humide, il est temps d'afficher ce sourire matinal. Sauf que vous ne le faites pas, parce qu'au Moyen-Âge, sourire est un jeu dangereux, pas émotionnellement, dentalement. Il n'y a pas de brosse à dents, pas de dentifrice, pas de bain de bouche, pas de fil dentaire. Le concept d'hygiène bucco-dentaire est à peu près aussi populaire que le bain, c'est-à-dire pas très. Certaines personnes mâchent une brindille ou se rincent avec du vin ou du vinaigre. Mais pour la plupart, vos dents sont livrées à elles-mêmes et elles ne vont pas bien. Au moment où vous atteignez la mi-vingtaine, votre sourire ressemble à quelque chose tiré d'une crypte hantée. Les caries sont omniprésentes, les gencives sont enflées, et ce ne sont pas que des taches de nourriture sur vos dents, c'est de la carie. Vous avez plus de pourriture dans la bouche qu'un marchand de légumes médiéval. Le sucre, bien qu'il ne soit pas encore partout, devient plus courant chez les riches, importé à grands frais, principalement utilisé dans les petits gâteaux ou pour montrer sa richesse. Si vous êtes noble, félicitations. Si vous êtes pauvre, vous le ferez lentement au fil du temps avec du pain fermenté, de la bouillie granuleuse et des années de mastication difficile. Les maux de dents ? Habituez-vous. Ils sont comme la météo médiévale, toujours là en arrière-plan, le genre de douleur qui vous fait envisager la prière, l'alcool ou l'extraction de la dent vous-même avec une paire de pinces. Et ce n'est pas une blague, c'était le traitement réel. Les dentistes n'existaient pas vraiment, mais les barbiers chirurgiens, oui. Le même type qui vous coupe les cheveux arrache aussi vos molaires à la lueur des bougies avec un crochet en fer et 0 anesthésie. Dent infectée. Espérons que vous aimiez les fièvres, parce que sans antibiotiques, elle peut facilement se transformer en septicémie et vous tuer d'un mal de dents. C'est exact. La même chose qui nous envoie à la pharmacie aujourd'hui pourrait être vos funérailles dans les années 1300. Et il n'y a aucun soulagement sur le plan social non plus. Les baisers,
bonne chance. La litose, la mauvaise haleine est partout. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas jugé sur votre sourire. Vous êtes jugé sur vos terres et votre bétail. En bref, votre bouche est un champ de bataille. Et elle est en train de perdre la guerre. Maintenant que vos dents palpitent, sortons. Parce que votre vrai travail, celui qui vous brisera le dos, ne fait que commencer. Le travail, un test d'endurance au ralenti. Il est temps d'aller au travail. Sauf qu'il n'y a pas de bureau, pas de poste de travail, pas de pause café et aucune chance de promotion. Votre travail, si vous êtes comme 90% de la population, est simple. Ne pas mourir en travaillant pour le confort de quelqu'un d'autre. Vous êtes un paysan. Félicitations. Cela signifie que vous travaillez la terre qui appartient à un seigneur qui ne se souvient probablement pas de votre nom. Vous vous levez avec le soleil et ne vous arrêtez que lorsqu'il disparaît derrière les arbres. Vos outils? Une houe en bois, une faucille rouillée et tous les os encore intacts dans votre corps. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de pointeuse de sortie. Il n'y a que le lever au coucher du soleil, 6 jours par semaine. Le dimanche est un jour de congé, mais seulement si vous ne récoltez pas, ne combattez pas des pillards ou ne priez pas fébrilement pour que votre orteil infecté arrête de noircir. Le travail est brutal. Les champs sont labourés à la main ou avec des bœufs, si vous êtes assez riche pour en avoir un. Vous creusez des fossés, semez des graines, arrachez les mauvaises herbes et transportez de l'eau jusqu'à ce que votre colonne vertébrale commence à ressembler à la lettre S. Personne ne se soucie de savoir si vous êtes fatigué. Personne ne demande comment va votre santé mentale. Si vous êtes une femme, surprise. Vous ne faites pas que le travail des champs. Vous vous occupez aussi des enfants. Vous nettoyez, cuisinez, filez la laine, nourrissez les animaux et faites semblant que l'infestation de poux de votre mari ne migre pas lentement vers votre côté du lit. Les enfants, ils commencent à aider vers l'âge de 5 ans. Pas d'école, pas de jouets, juste un petit râteau en bois et le rêve de ne pas mourir un jour de la grippe. Et si vous êtes l'un des rares qui n'est pas fermier, vous êtes forgeron, tanneur ou tonnelier. Génial. Vous travaillez quand même avec du feu, des produits chimiques ou des tripes d'animaux toute la journée dans des hangars mal ventilés. Le salaire, basiquement la survie. Les avantages, des saignements occasionnels. Vous cassez un os? Tant pis. Vous avez de la fièvre? Buvez de la bière chaude et continuez. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter, même pas pour une journée. Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Et si vous ne mangez pas, eh bien, l'Europe médiévale a une solution pour ça. C'est ce qu'on appelle être remplacé. Alors vous serez votre pelle, ignorez les ampoules et continuez à creuser. Parce qu'au Moyen-Âge, votre travail n'est pas une carrière. C'est un test d'endurance au ralenti. La météo. Une punition venue du ciel. Maintenant que votre dos est en feu après avoir travaillé dans les champs, parlons de la météo. Parce qu'au Moyen-Âge, la température concerne moins les saisons que la punition continue venue du ciel. Commençons par l'hiver. Il n'y a pas d'isolation, pas de chauffage central et pas de prévision météorologique. Juste des murs en bois avec des trous assez grands pour y lancer une poule. Vos fenêtres sont couvertes de tissu, pas de verre. Le feu dans le foyer, agréable en théorie, mais vous n'avez pas assez de bois de chauffage pour le maintenir allumé parce que le bois coûte cher et en ramasser dans la forêt est parfois illégal. Oui, vous pouvez être exécuté pour avoir ramassé le mauvais bâton dans la mauvaise forêt. Vous vous emmitouflez dans votre unique tunique de laine humide. Vous vous blottissez près des braises mourantes et vous vous réveillez quand même avec le nez gelé. Vos pieds sont en permanence froids, souvent humides. Vos doigts si raides qu'ils ressemblent à de minuscules esquimaux médiévaux. Les engelures ne sont pas diagnostiquées. On appelle ça simplement la malchance. Maintenant, avançons jusqu'à l'été.
Ça semble mieux, non? Faux. En été, votre maison se transforme en four d'argile. Il n'y a pas de ventilateur, pas de brise transversale et absolument pas de déodorant. Vous transpirez à travers vos couches, mais vous ne pouvez pas les retirer parce que montrer trop de peau est scandaleux et invite aussi les coups de soleil, les piqûres d'insectes et le jugement social. Les mouches sont de sortie en force, attirées par votre corps non lavé et l'odeur du ragoût de chèvre de la semaine dernière qui fermente encore dans le coin. Les moustiques bourdonnent près de votre oreille pendant que vous dormez. En supposant que vous puissiez dormir à travers le bruit de vos voisins qui crient et des bébés qui pleurent. Dans les champs, le soleil vous cuit. Pas de crème solaire, pas de chapeau, à moins que vous n'en ayez fabriqué un en paille, comme un épouvantail désespéré. Et le pire, vous devez quand même travailler. Le coup de chaleur s'appelle simplement prendre un mauvais tournant. Alors vous grelottez dans votre propre taudis, vous demandant si vos orteils survivront jusqu'au printemps ou vous transpirez à travers votre unique paire de chaussettes pendant que vos cuisses se frottent jusqu'à l'oubli. Et la seule chose qui ne change jamais, quelle que soit la saison. Vos vêtements démangent toujours, votre nourriture est toujours terrible et votre prochain travail vous attend toujours. Bienvenue au contrôle climatique, version médiévale. Il n'y en a pas. L'eau. Une tentative de meurtre silencieuse. Vous avez soif? Besoin de vous rafraîchir? Envie d'éclabousser un peu d'eau sur votre visage pour vous réveiller de ce rêve fiévreux et humide qu'est votre vie? Trop mal. À l'époque médiévale, l'eau n'est pas votre amie. Elle essaie de vous assassiner discrètement. Commençons par boire. Le ruisseau voisin semble frais, bouillonnant et clair, comme quelque chose sorti d'un film fantastique. Mais attention spoiler, ce n'est pas le cas. En amont, quelqu'un vient de jeter un pot de chambre dedans. Et sinon, un cochon mort est probablement en train de se décomposer à l'intérieur. Les parasites, les bactéries et toute l'armée microbienne de l'Europe médiévale attendent dans chaque gorgée. C'est pourquoi les gens buvaient de la bière. Oui, de la bière. Même les enfants. Mais avant d'imaginer des enfants médiévaux en train de faire des concours de bière, comprenez qu'il s'agissait de petites bières, faibles en alcool, fortes en survie. Le brassage faisait bouillir l'eau, donc c'était plus sûr que ce qui coulait dans le fossé de la ville. Le vin était une autre option si vous étiez assez riche pour vous le permettre et peu soucieux de fonctionner correctement avant midi. Qu'en est-il du bain? L'eau était sûrement utilisée pour se nettoyer, non? En théorie, oui. En pratique, absolument pas. Voyez-vous, à l'époque, les gens croyaient que se baigner ouvrait réellement vos pores et laissait entrer les maladies. C'est exact. Se laver soi-même était considéré comme médicalement risqué. Vous étiez apparemment plus propre si vous ne retiriez jamais la couche protectrice de crasse incrustée sur votre peau. Les bains publics existaient, mais ils ont rapidement acquis une réputation de lieu de potin, de scandale et parfois d'activités extrascolaires médiévales complètes. Alors naturellement, l'Église s'en est mêlée et en a fermé beaucoup. Même si vous vouliez vous baigner, c'était toute une production. Vous deviez aller chercher de l'eau au puits, la faire bouillir au-dessus d'un feu, remplir une baignoire en bois qui fuyait, puis prier pour que personne d'autre dans la maison ne l'utilise avant vous, ou pire, après. Et l'eau de pluie, collectée dans des tonneaux ouverts où les oiseaux font leurs besoins, les insectes se reproduisent et la mousse prospère. Ça semble rafraîchissant, non? Alors que ce soit dans votre bouche, sur votre corps ou sur vos récoltes, l'eau au Moyen-Âge est moins une source de vie qu'un pari. Une gorgée au mauvais endroit et vous passez vos derniers jours à transpirer dans un lit de paille, à vous tenir l'estomac et à contempler tous vos choix de vie. La prochaine fois que vous sirotez de l'eau du robinet, levez un verre pour nos ancêtres. Ils n'avaient pas le luxe de l'hydratation sans danger. La médecine médiévale, une torture polie. Alors vous avez bu l'eau.
ou vous ne l'avez pas fait. Vous vous êtes juste cogné l'orteil sur une pierre en forme de déception. Dans tous les cas, vous êtes malade, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un médecin. Dommage que vous viviez au Moyen-Âge, où la médecine est vraiment juste de la torture polie avec un diplôme en théologie. Commençons par le diagnostic. Tout ce qui ne va pas chez vous, que ce soit une toux, une éruption cutanée, un os cassé ou la peste rampante, est causé par un déséquilibre de vos humeurs. Les 4 humeurs étaient le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire. Selon la science médiévale, votre santé dépend de leur maintien en équilibre, comme une sorte de soupe interne. Vous avez de la fièvre? Trop de sang. La réponse? La saignée. C'est exact. Vidons votre force vitale dans un bol en utilisant une lame émoussée ou une sangsue affamée. Et oui, c'était souvent les barbiers qui le faisaient. Imaginez vous faire couper les cheveux et extraire l'hémoglobine en une seule séance. 2 pour le prix d'un bébé. Vous vous sentez triste ou anxieux? C'est clairement un excès de bile noire. Le remède, des laxatifs. Une purge aux plantes chaudes ou juste des prières et une compresse froide, pendant que tout le monde évite le contact visuel avec vous et commence à sculpter votre cercueil. Maintenant, si vous vous cassez un os ou si vous avez une vilaine blessure, vous êtes vraiment dans le pétrin. Il n'y a pas d'anesthésie, à moins que vous ne comptiez l'évanouissement dû à la douleur. La chirurgie se fait avec des couteaux qui n'ont pas été nettoyés depuis les croisades. Les outils sont chauffés au feu, pas pour la stérilisation, mais parce qu'ils ont juste l'air plus effrayants comme ça. Les antibiotiques? Dans des siècles. La théorie des germes? Pas encore inventée. Ils pensent que les maladies viennent du mauvais air ou de Dieu qui est contrarié par vos défaillances morales. Vous avez mal au ventre? Ça doit être vos pensées pécheresses. J'espère que vous aimez confesser en vomissant. Si votre condition empire, vous serez traité avec plus de sangsue, des scarabées écrasés et un prêtre à votre chevet donnant les derniers sacrements, au cas où, à ce stade, il se prépare pour le remède connu sous le nom de mort. Et si par miracle vous vous rétablissez, tout le monde suppose simplement que Dieu a eu pitié de vous. Le médecin s'attribue tout le mérite, et la sangsue obtient une promotion. Alors oui, au Moyen-Âge, la médecine concerne moins la guérison que la survie au remède. Le dîner médiéval, un repas qui essaie de vous tuer. Après une longue journée de travail, de poux et de sangsue, il est enfin temps de manger. Vous traînez les pieds jusqu'à votre taudis, l'estomac gargouillant, prêt pour la seule joie qui reste dans la vie, un repas chaud. Mauvaise nouvelle, votre repas essaie probablement de vous tuer. Commençons par les bases. La conservation des aliments n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de réfrigérateur, pas de congélateur, juste du sel, de la fumée ou l'espoir que l'air hivernal garde les choses fraîches. Votre viande, si vous avez la chance d'en avoir, est suspendue depuis des jours, couverte de mouches, marinée dans une saumure douteuse et probablement partagée avec un rat ou deux. Le pain est la pierre angulaire du régime médiéval. Mais même celui-ci n'est pas sûr. Les mauvaises années de récolte, les paysans désespérés le gonflent avec de l'écorce, de la sciure de bois ou même de l'argile pour le faire durer. Et si c'est la saison du seigle, il y a un bonus, l'ergot, un champignon qui provoque des convulsions, des hallucinations et parfois la mort. C'est comme manger du pain mélangé avec du LSD et du tétanos. Les légumes? Seulement s'ils sont de saison. Et vous savez, ce qui est toujours de saison? Les navets. Tant de navets, bouillis, écrasés ou flottant dans le potage, qui, si vous vous souvenez du chapitre 3, est essentiellement un marais chaud d'ingrédients mystérieux qui mijotent depuis les funérailles de votre arrière-grand-père. Les fruits sont disponibles à l'automne, mais ils pourrissent rapidement, et le sucre est rare, cher et accumulé par les riches pour montrer leurs dents noircies. Les produits laitiers sont un autre pari.
Le lait frais tourne en quelques heures. Le beurre et le fromage sentirent mieux, mais ils sont chargés de bactéries. Les gens les mangent quand même parce que, franchement, c'est soit ça, soit mâcher le cuir de vos bottes. Et parlons de l'assaisonnement. Les épices comme le poivre, la cannelle ou la noix de muscade valent plus que l'or. Pour le paysan moyen, la saveur vient des oignons, du sel si vous avez de la chance, et de la douleur. La plupart des repas ont le goût de toile de jute mouillée saupoudrée de tristesse. Mais la nourriture n'est pas qu'un danger pour la santé, c'est un danger politique. Les animaux de chasse appartiennent au Seigneur, pas à vous. Si on vous attrape en train de braconner un lapin, vous pourriez être condamné à une amende, emprisonné ou même exécuté. C'est exact. Votre dîner pourrait vous faire pendre. Alors, pendant que vous vous asseyez pour manger votre ragoût gris à la lumière vacillante du feu, rappelez-vous que chaque bouchée est un risque. Mais vous mangez quand même, parce qu'au Moyen-Âge, la nourriture ne nourrit pas, elle vous teste. La religion, Dieu regarde, toujours. C'est le soir maintenant. Vous avez travaillé, souffert et à peine digéré votre ragoût suspect. Vous pourriez penser que la journée se termine, mais ne vous détendez pas trop, parce que Dieu regarde, le prêtre aussi, et votre voisine Agnès qui vous dénoncera absolument si vous manquez la messe. Dans l'Europe médiévale, la religion n'est pas juste une partie de la vie, c'est la vie. L'Église contrôle votre calendrier, vos lois, votre éducation si vous savez lire, votre naissance, votre mariage, votre mort et tout ce qui se trouve entre les deux. Pensez-y comme votre propriétaire spirituel, et vous êtes toujours en retard sur le loyer. Chaque jour est structuré autour des cloches de prière. La cloche de l'église paroissiale sonne le matin, à midi et le soir. Pas parce que les gens ont besoin de rappel, mais parce que manquer la prière est un péché. Vous oubliez de vous incliner? Péché. Vous mangez de la viande un vendredi? Péché. Vous pensez à la femme de votre voisin dans ce rêve? Double péché. Et oui, l'enfer est très réel, vivement réel. Les prêtres le décrivent dans les moindres détails glorieux, des rivières de feu, des lacs de sang bouillant, des démons avec des fourches et des lamentations éternelles. Si la peste ne vous fait pas peur, la damnation éternelle le fera certainement. Vous ne pouvez pas lire la Bible vous-même, parce qu'elle est écrite en latin, une langue réservée aux moines, au clergé et à cet enfant noble qui est trop bien pour la saleté. Vous comptez sur l'Église pour tout interpréter à votre place. Cela signifie que si le prêtre dit que votre échec de récolte est dû au fait que vous n'avez pas assez prié, eh bien, il est temps de vous agenouiller plus fort. Les dîmes sont obligatoires. 1/10 de tout ce que vous possédez. Si vous cultivez du blé, vous donnez du blé. Si vous élevez des poulets, vous donnez des œufs. Si vous n'avez rien, félicitations. Vous êtes spirituellement en faillite et financièrement condamné. Les jours fériés, ce sont des jours saints, des dizaines, et bien qu'ils offrent des pauses du travail, ils ne sont pas pour s'amuser. Ils sont pour assister à la messe, jeûner, confesser vos péchés et vous rappeler que la joie est une indulgence dangereuse. Remettre en question l'Église est dangereux. Les hérétiques sont brûlés, les sorcières sont noyées, les blasphémateurs sont fouettés et les sceptiques sont rapidement réformés. Alors vous faites les gestes, vous chantez, vous vous inclinez, vous priez pour que votre âme, après avoir enduré cette vie couverte de saleté, puisse enfin atterrir au paradis, en supposant que le prêtre vous aime. Parce qu'au Moyen-Âge, Dieu est miséricordieux. Mais l'Église, pas tellement. Être une femme au Moyen-Âge, le mode difficile. Si vous pensiez qu'être un paysan médiéval était rude, essayez de le faire en tant que femme. Toute la saleté, la famine et la peur, plus l'accouchement, la soumission et l'invisibilité sociale. Au Moyen-Âge, être une femme
c'est comme jouer en mode difficile, sans potion de santé et sans bouton de redémarrage. Dès la naissance, le chemin de vie d'une fille est à peu près verrouillé. Se marier jeune, porter des enfants, servir votre mari, mourir fatigué. L'éducation? Peu probable. À moins que vous ne soyez d'une famille noble et envoyée dans un couvent, votre développement intellectuel s'arrête au moment où vous apprenez à baratter le beurre et à rapiécer une tunique. Le mariage arrive tôt. Vraiment tôt. Ce n'est pas bizarre d'être fiancé à 12 ans et enceinte à 14 ans. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de terre, de bétail et d'alliance. Votre opinion? Une fois marié, vous êtes essentiellement la propriété de votre mari. Votre travail consiste à produire des héritiers, nourrir tout le monde, faire tourner la maison et ne pas vous plaindre. Parce que se plaindre pourrait vous faire qualifier de harpie ou pire, de sorcière. Cette étiquette vient avec une noyade ou un brûlement gratuit, selon la mode locale. L'accouchement est une loterie de la mort. Il n'y a pas de soins prénatal, pas d'outils stériles, pas d'anesthésie. Les sages-femmes font de leur mieux, mais même des complications mineures peuvent signifier la mort pour la mère, l'enfant ou les deux. Certaines femmes survivent à 10 grossesses. Beaucoup ne survivent pas à 2. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que le bébé est sorti, votre travail augmente. Maintenant, vous avez un nourrisson hurlant dans une hutte infestée de poux, et on attend de vous que vous allaitiez, cuisiniez, nettoyiez et aidiez encore dans les champs. Vous n'obtenez pas de pause. Vous êtes la pause pour tous les autres. Si vous n'êtes pas marié, vous êtes suspecte. Si vous êtes veuve, vulnérable. Si vous êtes franche, dangereuse. Les femmes qui ne se conformaient pas étaient souvent accusées de sorcellerie. Surtout si elles avaient des connaissances en herboristerie, une forte personnalité, ou si elles avaient simplement regardé quelqu'un bizarrement un mardi pluvieux. Même dans l'Église, votre rôle est limité. Les nonnes vivaient sous des règles strictes. Pas de paroles sans permission, pas de liberté de mouvement, et votre valeur spirituelle, toujours classée en dessous des hommes. En bref, si vous êtes une femme au Moyen-Âge, on attend de vous que vous enduriez, obéissiez, vous reproduisiez et souffriez en silence, idéalement en souriant. Parce que même dans une époque de souffrance universelle, les femmes devaient en quelque sorte souffrir gracieusement. La violence, partout, tout le temps. Jusqu'ici, vous avez combattu la saleté, la famine, l'injustice sociale et une chèvre. Mais juste au moment où vous pensez que votre journée ne peut pas empirer, voici venir la violence. Bruyante, sanglante et souvent complètement acceptable selon les normes médiévales. Soyons clairs, le Moyen-Âge n'était pas paisible. L'idée de loi et d'ordre signifiait surtout espérer que le seigneur local n'ait pas de mauvaise humeur. La violence est partout, à la maison, dans les rues, sur le champ de bataille, dans les disputes d'église et parfois dans la file au four à pain communal. Le crime est commun, la punition brutale et la justice plus une performance artistique qu'une protection. Vous volez une miche de pain, vous pourriez perdre une main. Accusé de mentir, votre langue pourrait être percée. Vous bavardez trop? Rencontrez le masque des mégères, un masque métallique attaché à votre tête avec une barre dans votre bouche. Pour correction, bien sûr. Disons que vous êtes accusé de quelque chose de sérieux. Hérésie, vol, sorcellerie. Comment prouvez-vous votre innocence? En étant torturé, évidemment. Bienvenue à l'Ordalie. Une version. Vous mettez votre main dans l'eau bouillante pour récupérer une pierre. Si elle guérit sans infection en 3 jours, vous êtes innocent. Sinon, vous êtes coupable. Une autre option. Vous êtes jeté dans une rivière. Si vous coulez, vous êtes innocent et probablement mort. Si vous flottez, vous êtes coupable et serez puni de toute façon. C'est comme un jeu télévisé médiéval où le prix est la survie et l'animateur est activement contre vous.
Et si vous êtes condamné à mort, c'est un événement public. Les exécutions sont réalisées devant des foules qui acclament. Pendaison, décapitation, brûlement, parfois les gens apportent des collations. C'est l'équivalent médiéval de la télévision par câble. La violence domestique? Complètement normale. Les maris étaient autorisés, voire encouragés, à discipliner leurs femmes et leurs enfants. Les bagarres de rue? Vous pouviez être battu juste pour avoir regardé le cheval d'un noble du mauvais côté. Et la guerre? Toujours en ébullition. Querelles locales, disputes territoriales, croisades religieuses. Quelqu'un marche toujours pour poignarder quelqu'un d'autre au nom de l'honneur, de Dieu ou de l'ennui. La violence n'est pas une panne de la société au Moyen-Âge, c'est la société. Tout le monde vit avec la connaissance constante que la vie est fragile, que la justice est arbitraire, et que votre voisin pourrait vous fracasser la tête pour un cochon. Alors, marchez prudemment, gardez les yeux baissés, et ne faites jamais confiance à quelqu'un avec une massue. La mort, tôt et peu glorieuse. À ce stade, vous avez survécu au pouls, aux sangsues, à la misère sans lessive et à la menace imminente d'un démembrement public. Mais voici le chapitre final de la plupart des vies médiévales. Une mort précoce et peu glorieuse. Si vous êtes vivant et encore en train de respirer après l'âge de 40 ans, vous êtes pratiquement une célébrité. On pourrait même vous appeler le vieux, ce qui est moins un surnom qu'un miracle statistique. Décomposons. L'espérance de vie moyenne plane autour de 30 à 40 ans. Mais ce chiffre est lourdement tiré vers le bas par la mortalité infantile. Près de la moitié de tous les enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de 5 ans. La maladie, la malnutrition ou un mauvais hiver suffisaient. Pas de vaccin, pas d'antibiotiques, pas d'espoir. Si vous avez survécu à l'enfance, vous entriez dans l'âge adulte déjà épuisé. Le travail commençait dès que vous pouviez marcher debout, et à 25 ans, vos articulations grinçaient comme une porte de monastère. Vous manquiez probablement plusieurs dents, un doigt, et la plupart de votre optimisme initial. Les femmes affrontaient un parcours particulièrement mortel, l'accouchement. C'était l'une des principales causes de décès pour les femmes médiévales. Pas de soulagement de la douleur, pas d'intervention médicale, juste de la prière, de l'eau chaude et quelqu'un qui vous tient la main pendant que vous vous videz de votre sang sur un lit de paille. Pour les hommes, les dangers étaient différents, mais tout aussi impitoyables. Accidents agricoles, infections de blessures mineures, la rage ivre d'un voisin, une croisade qui tourne mal. Même marcher jusqu'au marché pouvait être risqué si vous croisiez le chemin d'un bandit qui s'ennuie ou d'un collecteur d'impôts en colère. La mort pouvait aussi venir silencieusement. De la peste, qui transformait les villes en cimetières du jour au lendemain, ou de la famine, qui pouvait durer des saisons entières, décimant des villages entiers, ou de la malchance, comme manger du grain avarié et passer vos dernières heures à halluciner et hurler contre les murs. Et les funérailles? Vous aviez de la chance si vous en aviez une. Les corps étaient souvent enterrés rapidement pour éviter la maladie. Pas d'embaumement, pas de cercueil police, juste un trou, quelques prières murmurées et un monticule peu profond de terre. S'il restait assez d'espace dans le cimetière paroissial. Alors oui, à l'époque médiévale, la vie était brutale, courte et constamment assiégée par la mort sous toutes ses formes désinvoltes. Vous ne preniez pas votre retraite, vous cessiez simplement de vous présenter. Le rêve médiéval meurt. Alors, comment s'est passée votre journée? Vous vous êtes réveillé dans la crasse, soulagé dans un seau, brossé vos dents avec de la pensée magique, presque évanoui de faim, travaillé jusqu'à ce que votre colonne vertébrale crie grâce, vous êtes gratté à travers la laine qui démange, prié pour ne pas attraper la peste, et avez à peine évité une exécution publique pour avoir possédé un écureuil.
Bienvenue à une seule journée dans l'Europe médiévale. Vous rêvez toujours de devenir chevalier. Réfléchissez-y à 2 fois. Cette version romancée du Moyen-Âge, les épéistes galants, les dames nobles dans les tours, les batailles héroïques et les festins dans les grandes salles illuminées aux chandelles, c'est un mythe poli par les contes de fées et les livres fantastiques. En vérité, le monde médiéval était rude, cruel et profondément injuste. La hiérarchie était tout. Si vous naissiez pauvre, vous restiez pauvre. Si vous naissiez riche, félicitations, vous aviez une meilleure chance de survivre, mais vous étiez encore à une mauvaise soupe de la dysenterie et d'un enterrement hâtif. Même les nobles n'étaient pas immunisés contre la misère. Les châteaux étaient des réfrigérateurs en pierre pleins de courants d'air, remplis de puces, de fumée et de mariages politiquement motivés. Bien sûr, vous aviez une cape en fourrure et un gobelet de vin, mais aussi 50% de chances de mourir dans une escarmouche ou d'une écharde infectée. Pas exactement du luxe. Les temps simples n'étaient pas simples, ils étaient impitoyables. Tout prenait plus de temps, tout faisait plus mal. Tout, de l'accouchement à la mastication, venait avec des conséquences. La vie était survie, pas loisir. Et si vous trouviez un moment calme pour penser, pour rêver, pour imaginer quelque chose de mieux, il n'y avait pas grand-chose que vous pouviez en faire. Pas de mobilité ascendante, pas de médecine moderne, pas d'internet pour chercher « c'est quoi cette éruption bizarre ?» Vous viviez, souffriez, travailliez et mouriez dans un rayon de 15 km de l'endroit où vous étiez né. Mais voici la partie la plus folle. À travers tout cela, les gens riaient encore, chantaient des chansons, racontaient des histoires, tombaient amoureux et trouvaient du sens. Pas parce que la vie était facile, mais parce que les humains sont têtus comme ça. Même dans les chapitres les plus sombres, ils créaient de l'espace pour la lumière. Alors ce soir, quand vous vous glissez dans votre lit propre avec plomberie intérieure, antibiotiques et chauffage central, dites un petit merci silencieux au monde moderne et à vos ancêtres qui ont combattu les rats, la famine et le féodalisme pour que vous n'ayez pas à le faire. Si cette histoire de survie brutale vous a marqué, abonnez-vous à Historicus pour découvrir d'autres vérités que l'histoire préfère embellir. Et en commentaire, dites-moi, auriez-vous survécu ne serait-ce qu'une journée dans ces conditions ? Parce que certaines époques ne méritent pas d'être romantisées. Elles méritent d'être rappelées pour ce qu'elles étaient vraiment.